Mes 3 pires échecs en design case study pourraient peut-être vous sauver dans un prochain processus de recrutement. Je vous raconte tout pour optimiser vos chances à votre tour. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution la plus complète pour réaliser vos tests utilisateurs sur vos sites web, apps, maquettes, bornes digitales et plus encore. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter case study design et surtout échecs, erreurs à ne pas reproduire. Les case studies, c'est jamais une épreuve évidente parce qu'on nous demande de faire du design sans vraiment faire du design. C'est-à-dire, on est dans un contexte abstrait, on est dans un contexte factice, on est sur une durée de temps hyper réduite, on n'a pas accès à des utilisateurs, on n'a pas accès à beaucoup de données, on est fermé dans son petit monde à part et c'est partiellement représentatif de notre réalité, mais vraiment très partiellement. Forcément, dans notre carrière, on va en faire beaucoup potentiellement. J'en ai déjà fait des dizaines. Et sur cela, il y a 3 échecs un petit peu majeurs qui m'ont appris des choses et qui pourraient vous être utiles pour ne pas le reproduire. Alors, rentrons tout de suite dans le sujet. Le premier échec, c'était une fois où j'avais postulé chez Penny Lane en tant que senior product designer. Il y avait un cas d'étude sur un flow utilisateur relativement précis. On n'était pas dans ce genre de case study où on nous dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, on était plutôt centré sur quelque chose de clair. Il y avait de la donnée aussi, données analytics qui nous avaient été transmises et qui permettaient de faire une première phase d'analyse et pas juste de partir sur du pur abstrait. Donc, basé sur ce brief-là et sur ces données-là, j'ai mis beaucoup d'énergie sur l'analyse de données, le bench, un petit peu de la concurrence, et forcément la proposition d'une solution par rapport à l'ensemble de ce contexte, avec des maquettes assez détaillées, gérant pas mal de cas, et voulant montrer cette bonne empathie sur les données d'entrée, et ensuite la réflexion sur l'ensemble des cas possibles autour de ce flow utilisateur précis, et pas uniquement du Golden Pass. Donc une solution qui me semblait plutôt cohérente par rapport au brief. Et à l'oral, je suis venu présenter toute cette réflexion-là, mais j'ai pas du tout fait de récap sur le contexte externe. Finalement, le contexte de l'entreprise dans son ensemble, les personas visés par l'entreprise et plus spécifiquement par cette interface. Et là, énorme chaos. Pour autant, bien évidemment, je les avais pris en compte dans ma réflexion, mais j'ai pas pris le temps de reposer le contexte global. Je suis trop vite rentré dans le sujet spécifique du case study, mais pour autant, notre métier, il est centré sur l'utilisateur final. Il faut toujours repartir de ce contexte-là, dans un case study, mais aussi dans notre quotidien de designer, et expliciter ça par contre de manière importante spécifiquement dans un case study. Y avoir pensé ne suffit pas. Et même dans notre pratique du design au quotidien, ça peut être toujours bien de reposer, mais pour qui, par qui cette interface va être utilisée à la fin, même si on travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années dans une entreprise. Donc, c'est vrai dans le quotidien, mais c'est aussi vrai dans un entretien. Notre métier, c'est créer une interface pour un utilisateur en prenant en compte les contraintes, les habitudes, le profil de ces utilisateurs-là. Et c'est toujours important de reprendre le temps, de recontextualiser tout ça pour montrer que ça fait partie de votre réflexion. L'avoir exploité à un moment ne suffit pas, il faut l'expliciter. Dans un case study, chaque étape du process de la réflexion doit être partagée parce que c'est ça qui est toujours évalué dans un case study. C'est très rarement le rendu en tant que tel, c'est comment vous avez réfléchi pour arriver jusqu'à ce rendu-là. Donc si on oublie des parties importantes de la réflexion, on crée un doute de l'autre côté et potentiellement, on se désavantage. Donc, voilà. Premier enseignement hyper intéressant, mais d'ailleurs c'était un processus dans l'ensemble hyper intéressant avec des très belles rencontres. Donc pour autant, là je vais vous partager des échecs, pour autant c'est potentiellement parmi les meilleurs cases que j'ai pu vivre, on va dire, parce que c'est là où on apprend des choses et là où on évolue.
Le deuxième case study, on n'était pas directement sur un rôle de product designer, mais on était sur un rôle de design engineer, pour BeReal. C'était il y a quelques années maintenant, et là on tombe sur un cas d'étude hyper large à base de, améliorer quelque chose sur l'app. Ça peut être un détail ou entièrement une toute nouvelle feature, peu importe. Juste choisissez quelque chose qui fait du sens pour vous et proposez quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'ai passé pas mal de temps justement sur cette réflexion de mais qu'est-ce que je vais faire? En essayant de chercher la philosophie de la boîte, la direction que ça avait l'air de prendre, de ce que je voyais, des dernières mises à jour et autres. Et j'avais perçu dans, les différentes interviews que j'avais pu avoir avant, un espèce de focus sur le craft, le détail des interactions, le fait de vouloir faire quelque chose de précis et détaillé. Et du coup, j'ai décidé de me, focus sur une interaction entre, la photo, le BeReal qui avait été posté et une map sur lequel on pourrait voir les autres BeReal. En, apportant une idée de, on va recréer un lien réel, comme c'est dans le nom BeReal, entre les 2. Le problème, c'est que pour faire, cette interaction entre les 2, c'était une interaction de dézoom que j'avais pensé, et j'ai investi beaucoup de temps sur les détails de cette animation. Alors premièrement dans Figma, mais aussi derrière en développement, vu que c'était un rôle de design engineer et de perfectionner les détails de cette animation, voilà, en proposant plutôt une philosophie derrière qu'un impact direct. À l'oral, je suis venu présenter, cette réflexion et cette feature, en 5 minutes, top chrono, c'était fait parce que, il y avait pas grand chose, hein, faire une animation aussi complexe en design puis en dev, ça m'avait pris beaucoup de temps et là, énorme chaos. Forcément, c'était pas impactant en termes de présentation, un sujet, aussi, même s'il était complexe un petit peu techniquement, aussi simple en termes de rendu final, c'est très court à présenter, c'est peu intéressant. Et puis, c'était pas du tout un sujet impactant sur la boîte. C'était un sujet un peu, philosophique sur ce que veut pousser la boîte, mais on n'avait pas du tout d'impact sur un potentiel, business ou, ou de la croissance comme le recherchait BeReal à l'époque, ce qui a un petit peu changé depuis. Et donc, j'étais tout simplement passé à côté du sujet. Donc la leçon à tirer de ça, c'est un cas, d'étude hyper large où on dit: «Vous pouvez faire ce que vous voulez». Ce que vous voulez ne veut pas dire n'importe quoi. Ce que vous voulez, ça veut dire, ce que vous voulez, ça veut dire faites ce qui vous fait plaisir. Hem mais c'est pas ce qu'on recherche ici. N'importe quoi, malgré tout, c'est quelque chose qui doit servir les objectifs de la boîte, qui est valorisable aussi de manière, intéressante durant une présentation. Donc c'est à la fois quelque chose qui va desservir à la fin les objectifs de l'entreprise pour laquelle vous proposez ce case study. Donc, est-ce qu'ils cherchent de la croissance? Est-ce qu'ils cherchent du revenu? Est-ce qu'ils cherchent de la rétention? Et cetera, et cetera. Et c'est quelque chose qui, va être valorisable pour vous, c'est-à-dire quelque chose où vous allez pouvoir avoir, quelque chose à raconter, pouvoir aller dans le détail sur, la réflexion qui vous a mené à ce sujet, sur les points que vous avez pris en compte autour de ça. Donc voilà, faites attention, vous pouvez choisir n'importe quoi, ne veut pas dire vous pouvez choisir ce que vous voulez. Enfin, ma dernière grosse erreur qui là remonte un petit peu plus dans le temps. On devait être en 2020, quelque chose comme ça. C'était autour du covid, un peu avant, un peu après, je me rappelle plus vraiment. Je postulais pour un stage en tant que product designer chez Coda, donc une boîte aux US, un concurrent, on va dire, à Notion à l'époque, même s'ils se sont un petit peu écartés, heu, avec le temps. Et donc j'avais déjà passé plusieurs entretiens, j'avais géré, OK, malgré un niveau d'anglais qui était imparfait, mais je m'étais débrouillé. Et j'arrive finalement au case study avec, un sujet très étonnant, une interface de micro-ondes. Je me retrouve à concevoir une interface de micro-ondes. En plus, du coup, c'était pour une entreprise, américaine. Et du coup, moi, je suis basé en France et j'ai toujours vécu en France. Donc on peut se dire que c'est des sujets aussi sur lesquels on a des habitudes de consommation et d'usage, un petit peu différents, potentiellement du micro-ondes. Donc j'essaye, d'aller faire cette approche basée sur le marché cible. Alors moi, en me focusant sur l'Europe, en venant raconter une histoire autour de ça, de l'usage du micro-ondes, des attentes, des sujets qui vont autour de ça. Essaye de faire un rendu,
voilà, cohérent par rapport à ce sujet complètement atypique, complètement, différent de ce qu'on fait. J'étais plutôt content à vrai dire. Je prépare des slides, pour partager ça. Donc, jusque-là, tout va bien, on va dire. Et il trouve le moment où il y a besoin de trouver un horaire, un créneau pour pouvoir, partager ce case study, échanger autour de ça et voilà et discuter autour de ça. Moi, j'ai forcément, pressé d'avancer parce que c'était une belle boîte, c'était à Seattle si je me trompe pas, ça fait un petit peu rêver, et du coup, j'accepte le premier horaire qu'on me propose. Sauf qu'avec le décalage horaire, on se retrouve, en France, à 22h, un mardi soir, le lendemain de mon anniversaire. Autant vous dire que mon anglais était pas parfait à l'époque, qu'à 22h un mardi soir, j'étais un petit peu fatigué et là, ça a été le chaos. Forcément, c'était un peu fatigué, dans une langue que je maîtrisais pas entièrement, donc difficile de bien s'exprimer, de bien comprendre aussi la personne en face de moi avait un gros accent et ça a l'idée à une mauvaise présentation, à une mauvaise discussion et forcément, je me suis fait, refuser suite à ça. Donc, la leçon que j'en ai tirée depuis, c'est on n'est jamais à 2-3 jours près. C'est pas la peine d'accepter le premier créneau de n'importe quel recruteur. Mieux vaut être exigeant et se placer dans de bonnes conditions pour ces missions-là, plutôt que gâcher ses chances. En acceptant un horaire dans lequel vous allez être stressé, vous allez pas avoir le temps de vous préparer, vous allez être crevé. On n'est jamais à la seconde près, et mieux vaut choisir un bon horaire que le premier horaire qu'on trouve juste parce que c'est rapide et juste parce que on est pressé d'en savoir plus. Bref, j'espère que ces 3 erreurs, pourront vous aider à l'avenir et que vous ne les reproduirez pas. Faire des case studies, c'est toujours apprendre, c'est toujours se former, c'est toujours rencontrer des gens intéressants et des approches intéressantes. Donc l'échec est normal, hein, plus on en fait, plus on a de chances d'avoir d'échecs là-dessus. Et j'espère que sur de futurs épisodes, j'aurai le temps de vous partager d'autres échecs. Voilà. J'espère que ces retours à minima auront pu vous aider. Si c'est le cas, pensez à noter le podcast, un petit 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur votre plateforme préférée. C'est toujours cool, ça m'encourage à continuer. On va bientôt taper les 400 épisodes et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, une petite note, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parlons Design, c'est toutes les semaines. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.